Deadpool and Wolverine, un petit film indépendant qui vient de passer le milliard de dollars de recettes et qui est à l'heure actuelle le plus gros succès pour un film R-rated. Suck it, Fox. I'm going to Disneyland. Le film relève la barre d'un MCU qui vient de subir son premier vrai échec au box-office avec The Marvels, un succès inattendu pour deux personnages qui ont eu un départ très compliqué dans le matériel source, le comics book. Wolverine va faire sa première apparition en 1974 dans l'Incroyable Hulk numéro 180, créé par Len Wein, John Romita Sr., Herbert Trimpe et Roy Thomas. Wolverine apparaît pleinement dans le numéro qui suit, où il est vraiment introduit de manière beaucoup plus détaillée. On y apprend que c'est un agent canadien qui est envoyé pour affronter le Hulk. Le personnage est vraiment très éloigné de ce qu'on connaît et de ce qu'on peut voir dans le film, comme par exemple ses griffes qui sortent de son gant et non de sa main. Donc le personnage n'a pas vraiment de pouvoir. Il faut attendre 1 an plus tard pour que le personnage devienne un X-Men dans le fameux numéro Giant Size X-Men numéro 1. Giant Size X-Men qui sera aussi la première apparition pour Tornade, Diablo, Colossus, Warpath et aussi l'oublié malheureusement Sunfire. Donc le personnage va vraiment s'établir au fil des années via les X-Men, donc la série Uncanny X-Men. Donc par exemple avec l'introduction de son côté animal, son rapport au Japon, et même son style vestimentaire et son apparence qu'il va chercher avant de se trouver. Donc le personnage va vraiment évoluer durant ce run, et notamment le fameux run de Chris Claremont sur les X-Men, qui est vraiment cultissime. Faut attendre 1982 pour avoir la première histoire en solo du personnage, dans la mini-série culte de Chris Claremont, encore, et de Frank Miller, où Logan va faire un petit voyage au Japon. D'ailleurs, le film The Wolverine va s'en servir comme très grosse inspiration. Deadpool lui aussi va avoir un début de carrière assez compliqué, vu qu'il va apparaître comme un vilain dans un chapitre des Nouveaux Mutants en 1991, dans le numéro 98. Il est créé par Fabian Nicieza et Rob Liefeld, le fameux, mais ça on va en parler plus tard. Le personnage est un simple mercenaire qui est battu très facilement par les Nouveaux Mutants et leur mentor, Cable. Il faudra attendre sa première mini-série, The Circle Chase, 2 ans plus tard, par Fabian Nicieza et Joe Madureira, pour enfin établir la folie du personnage, qui fera son succès. Deux personnages qui sont de très bons exemples pour montrer que dans les comics, un personnage peut prendre plusieurs années avant de s'établir et de se trouver. Par exemple, c'est le cas de Daredevil, qui commence en tant que personnage plutôt léger, avant d'être complètement bouleversé par le scénariste Frank Miller, qui va transformer le personnage en quelque chose de plus sombre, de plus lourd. Mais c'est aussi le cas de Iron Man, et c'est aussi le cas par exemple, chez DC, de Batman, qui dès sa première apparition, tue quelqu'un. Alors que c'est quand même une des choses les plus connues chez Batman, c'est qu'il tue personne. Mais aussi on va retrouver toute une période où Batman sera aussi un personnage léger pendant l'âge d'argent. Par contre, c'est beaucoup plus rare de trouver des personnages comme Deadpool and Wolverine qui commencent en tant que personnages tiers et qui vont gravir les échelons pour devenir parmi les personnages les plus populaires des comics, jusqu'à avoir leur propre film. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'explorer les plus grosses connexions entre le comics et les films, puis enfin mes conseils pour quel comics lire après avoir vu le film. Logan! I'm gonna need you to come with me. Oh, yes, yes. Classic John Byrne, brown and tan. Now, you fought the Hulk in this outfit. No, you have anchor being written all over you. I'm auditioning anchor beings. Oh. Alors ce vieux Wolverine, c'est une référence à Old Man Logan, donc le comics de Mark Millar, qui se déroule dans un monde dévasté par les super-vilains. Donc après un événement destructeur, Logan décide de plus sortir ses griffes, ni de se faire appeler Wolverine. Donc ses pouvoirs finissent par s'affaiblir, et il vieillit. Donc des années plus tard, Logan a une famille, mais se retrouve à devoir payer des dettes à une famille de Hulk, qu'il rackette. Et en plus, qui est incestueuse, vu qu'en fait ce sont les enfants de She-Hulk et de Hulk. Bon bref. Il décide alors de partir en road trip avec un Hawkeye aveugle à travers une Amérique dévastée. Cette histoire a bien sûr servi d'inspiration pour le film Logan, où on retrouve aussi un road trip et un Wolverine vieillissant. Même si finalement ce sont un peu les seules inspirations du film, et en fait ils partagent pas vraiment beaucoup plus de connexions. Logan c'est vraiment un film épuré, un vrai western qui se concentre sur ses personnages.
Là où par contre Old Man Logan, c'est plus du fanservice, avec 1 milliard de références à l'univers Marvel, donc par exemple un dinosaure Venom, et plein d'autres conneries comme ça. Oh yeah, Charles, we got ourselves an X-Men fan. You do know they're all bullshit, right? I mean, maybe a quarter of it happened, and not like this. Et finalement, je trouve que Old Man Logan partage pas mal de similitudes avec Deadpool and Wolverine, où par exemple l'Amérique dévastée ressemble vachement au Void. Donc on peut même retrouver le même cadavre de Ant-Man gigantesque, mais aussi la Fantastic Car, la voiture volante des 4 Fantastiques, qui sert dans le film à la confrérie des mauvais mutants, mais dans le comics, Old Man Logan, c'est pour la famille de Hulk incestueux redneck. Ils sont vraiment très flippants. Yeah, that's gonna need some coconut oil. Alors ici, on retrouve le costume marron de Wolverine qui a été créé dans Uncanny X-Men par John Byrne, comme le dit Deadpool. Donc John Byrne, c'est un scénariste, dessinateur très talentueux, qui a été très populaire durant les années 80 et qui a notamment travaillé sur la saga Dark Phoenix, qui est extrêmement culte, sur Alpha Flight, sur Superman, bref, un mec très talentueux. Très talentueux en plus d'être canadien, d'ailleurs, comme Wolverine, et comme la Alpha Flight, qui sont les Avengers du Canada, en gros. D'ailleurs, dans les comics, Wolverine, avant d'intégrer les X-Men, était d'abord dans la Alpha Flight, avant de partir à cause d'un conflit, mais il gardera un ami très proche, qui est Puck, un nain, qui fait des acrobaties, mais qui est vraiment très stylé. En plus du costume, on a la recréation de la couverture iconique de l'incroyable Hulk, numéro 340, cette fois qui est dessinée par Todd McFarlane, qui est elle-même un hommage à la première apparition du personnage. I'm Marvel Jesus, you dull creature, and I wanna... What in the fuck? Are you okay? Alors ici, on retrouve Patch, l'identité secrète de Wolverine pendant ses voyages à Madripoor, une ville fictive asiatique qui est un lieu de corruption, de criminalité et d'activités clandestines. D'ailleurs, on peut retrouver ses aventures dans les intégrales Wolverine, avec la première mini-série du personnage qui, elle, se passe au Japon, qui est vraiment excellente, mais le reste est un peu plus dur à lire, notamment à cause de la narration un peu datée, donc c'est pas facile d'accès. Patch! Well, now we're talking. Oh, yeah. That's the whole goddamn package right there. Cette fois, c'est une couverture iconique qui est mise à l'honneur, avec Uncanny X-Men 251, donc dessiné par Marc Silvestri, donc que j'avais acheté avant la sortie du film, donc ça c'est vraiment cool. Donc dans ce numéro qui est écrit par Chris Claremont, Logan est torturé par les Reavers, des mercenaires cyborgs qui apparaissent d'ailleurs dans Logan, le film. Et j'avais justement pris ce comics à cause de la couverture qui est vraiment magnifique, donc le voir apparaître dans le film c'était super surprenant. It's not you. We're just going in a different direction. Cette fois, c'est Wolverine avec une taille accurate, car oui, dans les comics, il fait environ 1m60. Donc cette taille est une référence au glouton. Et oui, l'animal qui a aspiré Wolverine, c'est bien un glouton, même s'il y a un autre nom comme Carajou, ou surtout Serval, qui a été le nom traduit en français pour Wolverine, dans ses premières apparitions en France dans Strange. Le glouton est un petit animal du Canada qui peut survivre dans des conditions extrêmes et qui est décrit souvent comme féroce et impitoyable. D'ailleurs, ils sont capables de chasser des proies beaucoup plus grandes qu'eux. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le physique de Wolverine va rentrer dans les canons de beauté avec le temps. La première fois qu'on voit Wolverine sans masque, il est plutôt représenté comme une personne vieille, avant de progressivement être rajeuni et devenir un peu de plus en plus beau, quoi. I'll make accurate short, King. Such a cute widow, Wovie. Cue the fucking montage. You know, from behind you look a little bit like Henry. Oh my fuck! The Cavalrine. Et enfin, le Cavalrine, qui est juste Henry Cavill en Wolverine, qui est bien sûr une référence au fait que voilà, c'était Superman avant, il s'est fait virer, du coup voilà, Wolverine, c'est tout. Alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié ce Wolverine. Alors ça va être assez simple, ce Wolverine, c'est le Wolverine de Age of Apocalypse. Donc en gros c'est un comics où c'est pas un univers parallèle, c'est bien la timeline principale. Sauf qu'en fait, Légion, le fils de Charles Xavier, est retourné dans le passé pour tuer Magneto en pensant qu'en tuant Magneto, il allait pouvoir avoir une vie avec son père tout simplement. Donc il essaie de tuer Magneto, mais Charles Xavier s'interpose, ce qui tue Charles Xavier du coup. Et ça crée un monde sans Charles Xavier, et du coup c'est le monde de Age of Apocalypse, qui est créé à partir de ce moment-là,
qui est du coup une uchronie. Donc dans cette timeline, les choses se passent différemment. Par exemple, on a Sunfire qui est tout en feu. On a Cyclope qui appartient aux chevaliers de l'Apocalypse, donc les chevaliers d'Apocalypse bien sûr. On a Apocalypse qui domine un peu le monde. Voilà, on a plein de trucs comme ça. Et on a Wolverine avec Jean Grey. Il y a plein d'exemples. Magneto avec des cheveux longs qui se tapent. Malicia, c'est dans ce comics aussi. Donc voilà. Et donc parmi ces différences, on a effectivement le fait que Wolverine, il lui manque une main. Donc ça c'est lié au fait qu'il a combattu Cyclope. Et voilà, Cyclope lui a arraché sa main. Et Wolverine a coupé l'œil en fait de Cyclope. Donc voilà. Le truc cool dans Age of Apocalypse, c'est qu'à partir du moment où cette nouvelle timeline est créée, en fait ça affecte tous les titres des mutants. Donc par exemple les nouveaux mutants, la série X-Men, la série Wolverine je crois. Enfin bref, toutes les séries mutantes sont affectées par ça et du coup se passent dans cette nouvelle timeline où tout le monde est complètement relifté, sauf Bishop, donc qui est le voyageur temporel qui vient du futur, qui lui a gardé les souvenirs de l'ancienne timeline. Pardon. Donc en vrai c'était plutôt cool, moi j'ai lu que la version X-Men. J'avais trouvé ça cool, après je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de souvenirs. mais ouais, c'est un événement qui est assez important dans les comics Marvel pour les X-Men, même si c'est pas non plus le plus marquant. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour Wolverine. Une des pièces centrales de la saga du multivers qu'on peut voir apparaître dans Deadpool & Wolverine, c'est bien sûr la TVA, la Time Variance Authority. Donc une organisation fictive bien sûr, qui a pour but de réguler toutes les lignes temporelles et tous les différents univers du multivers. Elle apparaît pour la première fois dans le run de Thor de Walter Simonson en 1986. La TVA est assez similaire du coup dans les comics, avec justement tous ces bureaux qui s'étendent à l'infini, dans une zone hors du temps où le temps est suspendu. L'une des différences principales, c'est que tous les employés ont une apparence similaire. Un homme blanc aux cheveux noirs, légèrement dégarni, arborant une magnifique moustache. Ce faciès magnifique est en réalité un hommage à Mark Greenwald, un écrivain et éditeur emblématique de Marvel. Il était reconnu pour son expertise en matière de continuité. Il a joué un rôle clé dans la création du système de classification du multivers Marvel. Donc le choix de baser l'apparence des membres de la TVA vraiment est un bel hommage. Surtout pour l'univers Marvel qui s'étend de façon exponentielle de tous les côtés, avec des séries en parallèle qui sont à la fois sur des dieux nordiques, à la fois sur des extraterrestres et des mutants. Donc effectivement, il fallait bien quelqu'un pour mener le bateau au sujet de la continuité, pour pas qu'il y ait des erreurs d'incohérence. Les auteurs vont souvent se servir de la TVA pour faire des blagues justement autour des problèmes de gestion de la continuité, comme par exemple avec un personnage qui s'appelle Justice Peace, qui est du coup une sorte de policier de la TVA, qui a comme arme un canon de rétroactivité. Un canon qui permet de modifier le passé, et c'est une blague sur le fait que c'est souvent utilisé, en anglais on appelle ça une retcon, pour modifier les origines d'un personnage ou d'un objet. Par exemple, c'est le cas souvent de Mjolnir, qui change d'origine selon les scénaristes, et selon ce que veulent faire les scénaristes justement pour raconter leurs histoires. D'ailleurs, cela peut aussi s'appliquer sur les origines de Wolverine, car en fait en 1970, quand le personnage apparaît, on ne nous parle pas de ses origines. Il faudra attendre 2000 ans pour qu'on découvre que son vrai prénom est James Howelt et qu'il est né du coup à la fin du 19e siècle. Dans la TVA des comics, on retrouvera bien sûr aussi Mr. Paradox, comme dans le film. Malheureusement, il va avoir une carrière très courte, vu qu'il va être littéralement effacé de la réalité durant le procès de She-Hulk, auquel il était justement le juge. On va retrouver aussi Ouroboros, donc si vous connaissez la série Loki, un personnage qu'on peut voir, qui porte ce nom du coup justement à cause d'un des symboles les plus vieux qu'on connaît sur Terre, un serpent qui se mange la queue, symbole de l'infini. Et on retrouve bien sûr l'agent Mobius, qui porte aussi un nom en rapport avec l'infini, vu que justement en fait le ruban de Mobius en mathématiques, c'est un ruban sur lequel il n'y a qu'une seule face, et on peut parcourir cette seule face à l'infini sans jamais s'arrêter. Qu'on peut bien sûr retrouver dans la série Loki, incarné par Owen Wilson. Donc malheureusement les personnages dans les comics sont pas aussi approfondis que ce qu'on peut avoir dans la série Loki. Mais vous inquiétez pas, la boucle est bientôt bouclée, car du coup après des films et des séries qui adaptent des comics, qui apportent leur plus-value, bien maintenant cette plus-value là va être adaptée justement et inspirée dans les comics.
avec un nouveau comics TVA qui sera fortement inspiré par le MCU et par tous les ajouts qu'il a fait donc, sur la TVA, sur le lore, sur les personnages. Comme par exemple Miss Minute qui n'existe pas dans les comics, qui est un très bon ajout du MCU. Mais on va aussi retrouver une inspiration de Into the Spider-Verse avec sur la couverture Spider-Gwen qui sera sans doute une sorte d'agent du multivers, comme dans le film, donc ça c'est assez cool. Mais on va aussi retrouver des inspirations de la série What If avec Captain Carter, qui existe déjà dans les comics si je me trompe pas, mais là c'est clairement une influence du MCU. La boucle est bouclée, le comics inspire les films et les séries séries inspirent le comics, le sentence mord la gueule. Who's next? Oh my God. Sabretooth, ready to die. Wait. Time! Juste après la TVA, on se retrouve dans le Void avec des gars qui se déplacent sur la Fantastic Car, qui vient du coup des 4 Fantastiques, une bagnole de Stark qui ressemble aussi à celle de Red Skull, le vilain du premier Captain America, mais surtout le camion de la série Moon Knight. Et Moon Knight c'est vraiment trop bien, allez voir ma vidéo. On retrouve une sorte de confrérie des mauvais mutants à la solde de Cassandra Nova, avec énormément de références aux anciens films X-Men de la Fox, mais aussi d'autres films Marvel plus anciens. Alors parmi tous ces vilains, on a le Crapaud et Dents de Sabre qu'on peut voir dans X-Men 1, on a Pyro, le gamin de X-Men 2 qui balance du feu, on a Callisto, un personnage des comics qui est la chef des Morlocks, des mutants qui se cachent sous Manhattan, qu'on peut voir dans X-Men 3, Azazel, le père de Diablo dans les comics qu'on peut voir dans X-Men First Class, d'ailleurs la mère de Diablo c'est aussi Mystique qui, oui, l'abandonne parce qu'il est bleu, on va savoir pourquoi. Psylocke, donc qu'on peut voir dans X-Men Apocalypse, qui est une des mutantes les plus populaires et une des plus intéressantes. Le Fléau, qu'on peut voir dans X-Men 3. Et enfin, Blob, qu'on voit aussi dans X-Men Origins Wolverines. Il y a aussi la mutante avec des pics dans X-Men 3 qui est un peu chelou là. Lady Deathstrike, qui est un des personnages les plus redoutables pour Wolverine, qu'on peut voir dans X-Men 2, donc avec son corps recouvert d'adamantium. Et bon, il y a plein de références, on va pas toutes les faire. Ce sont tous des mutants, sauf pour le Fléau, qui est un peu plus complexe, sachant que c'est le demi-frère de Charles Xavier, mais pourtant, c'est pas un mutant. Kane Marco de son vrai nom, et en fait ses pouvoirs viennent du rubis de Cyttorak, un artefact mystique assez mystérieux en rapport avec un dieu. C'est un peu le bordel, toute la mythologie autour, mais bon. On retrouve aussi d'autres personnages non mutants, comme par exemple le Russe, un vilain du Punisher, Bullseye, le tireur, l'antagoniste de Daredevil, qui n'est pas un membre de la confrérie, mais ce sont des clins d'œil à d'anciens films Marvel, des films pré-MCU, donc ceux du Punisher, et le film très mauvais de Daredevil par Ben Affleck. Non, oui, Ben Affleck plutôt, celui qui est dirigé, celui qui joue. Je vais pas énumérer les origines de chacun des personnages, sinon ça va être chiant, mais globalement la confrérie des nouveaux mutants apparaît juste après la création des X-Men, dès le numéro 4, en mars 1964, avec dans l'équipe les jumeaux Quicksilver et Wanda Maximoff, le Crapaud, donc Toad, Mastermind, et c'est à tous leur première apparition. Le boss de tout ça, c'est Cassandra Nova, une mutante de niveau Oméga, d'après l'agent de la TVA B15. Alors un mutant de niveau Oméga, c'est quand son pouvoir dominant est sans limite visible. C'est le cas par exemple pour le maître du magnétisme Magneto, Iceberg, Légion, qui est le fils de Charles Xavier, la déesse Tornade, Jean Grey, etc. Mais dans les comics, c'est pas le cas pour Cassandra Nova. Dans le matériau source, Cassandra Nova est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir dans le film, et on la voit pour la première fois dans New X-Men 1, en 2001, qui est écrit par un certain Grant Morrison. Alors ce gars qui ressemble à un Charles Xavier méchant, et qui aime bien utiliser des concepts parfois qui frôlent la branlette intellectuelle. Enfin bon, je vais m'expliquer. Dans les comics, Cassandra Nova n'est pas techniquement la jumelle de Charles Xavier, mais un concept des Shi'ar. En gros, les Shi'ar, c'est une race extraterrestre qui ont souvent des liens avec les X-Men. Bref, par exemple, Charles Xavier s'est tapé l'impératrice de l'Empire Shi'ar et a eu un enfant avec. Voilà. Et donc ce concept-là, c'est le Mu-Mudrai. Je sais pas si je le dis bien. En gros, c'est un esprit qui est l'exact inverse de quelqu'un. C'est l'ombre psychique d'un être vivant. Sauf que ce concept-là de Charles Xavier, en l'occurrence, est devenu physique en devenant un embryon dans le ventre de sa mère. Mais le bébé Charles Xavier s'est rendu compte de la nature dangereuse de ce truc et a essayé de le tuer. Donc ce truc-là va être détruit, mais va se reformer petit à petit à partir de ses cellules dans une poubelle pendant plusieurs décennies,
avant de devenir Cassandra Nova. Je vous avais prévenu sur Grant Morrison, c'est un auteur qui divise énormément dans les comics. Voilà, il manie souvent des concepts pour se la jouer un peu, et ça tombe souvent malheureusement dans de la branlette intellectuelle. Voilà quoi, non, des trucs vraiment nuls. Après que Cassandra Nova se soit régénérée dans la poubelle, elle décide de revenir se venger, bien sûr. Mais déjà, elle commence en s'amusant à mettre ses mains partout là, dans les gens, comme dans le film. Puis elle prend le contrôle du Master Mold, qui est une machine qui peut créer des sentinelles, des tueuses de mutants. Et bien sûr, envoie une armée de sentinelles sur Genosha. Genosha qui était une ville mutante, qui était assez importante car elle a été vraiment construite durant les années précédentes, notamment sur le run de Chris Claremont. Et c'est ce qu'on peut voir aussi dans la série X-Men 97 avec le fameux épisode 5. Et Genosha, c'était un peu l'évolution naturelle des X-Men et des mutants, qui allaient finalement se regrouper en tant que civilisation. Mais Grant Morrison en a décidé autrement et écrase la ville et littéralement génocide Genosha. Donc ça, au moins, la ville porte bien son nom. 60 millions de morts et c'est la fin de Genosha. Et ça va rester un des plus grands traumatismes dans les comics pour les X-Men. Et malheureusement, ça sera un peu le début d'une époque de longue déchéance dans les comics pour ces personnages. Jusqu'à ce qu'en 2019, Jonathan Hickman arrive sur les X-Men et ramène ce concept de civilisation mutante avec Krakoa. En attendant, Cassandra Nova sera battue, bien sûr, par Charles Xavier et enfermée dans une boîte en métal avec ses souvenirs complètement effacés. Mais dans le comics, rien n'est jamais fini pour toujours et elle reviendra dans X-Men Red et à l'époque de l'ère de Krakoa. On en vient enfin aux alliés que vont se faire Deadpool et Wolverine. On commence avec le Diable Blanc, Rémi Lebeau aka Gambit, joué par Channing Tatum. Gambit est un super-héros acadien qui vient de Louisiane. Les Acadiens sont les descendants des colons français qui vivaient au Canada, une colonie française avant d'être perdue pendant la guerre de 7 ans. Certains déportés ont fini en Louisiane, d'où le français que parle Gambit. Oh, this is gonna be good. You know how long I've been waiting for this? Woo, I'm about to make a name for myself here. Dans les comics, il apparaît pour la première fois dans Uncanny X-Men et il est créé par Chris Claremont. Son pouvoir est de transférer de l'énergie dans des objets, ce qui les fait généralement exploser. C'est la raison pour laquelle il utilise des cartes qui sont plus faciles à charger. Mais c'est aussi parce que Gambit est un hors-la-loi, un voleur qui voyage autour du monde avant d'être sauvé du Shadow King par Tornade et de rejoindre les X-Men. Les comics Gambit tournent souvent autour de son histoire d'amour avec Malicia, Rogue, et ils forment l'un des couples les plus iconiques de Marvel. Son apparition dans Deadpool et Wolverine n'est pas une référence à la première apparition sur grand écran du personnage dans X-Men Origins Wolverine, mais au film Gambit, longtemps en développement à la Century Fox, avec Channing Tatum dans le rôle, qui était un fan du personnage, et qui tenait vraiment à ce film. Un peu comme le premier Deadpool, où Ryan Reynolds était beaucoup impliqué pour que le projet aboutisse, allant jusqu'à faire fuiter une vidéo test. Oh, hello there. I bet you're wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. Malheureusement ou non, le film Gambit a eu de nombreux problèmes de production, et comme vous le savez, il n'a jamais été réalisé. Malgré tout, il existe des photos des acteurs de l'univers Marvel de la Century Fox, où l'on peut voir Channing Tatum portant un t-shirt Gambit, ce qui prouve que le projet était pas très loin d'aboutir. D'ailleurs, personnellement, je trouve pas que Channing Tatum soit un très bon choix pour Gambit. Je trouve pas qu'il corresponde vraiment au personnage et je préfère la version de X-Men Origins Wolverine. Passons à Elektra Natchos, jouée par Jennifer Garner qui vient du film Daredevil avec Ben Affleck, et de son film spin-off Elektra. Deux films bien nuls, et d'ailleurs la petite réplique qu'elle a, c'est une réplique pour tacler Ben Affleck, vu que les deux acteurs ont été ensemble avant de rompre. D'ailleurs, il existe un concept art du film où l'on peut voir plusieurs personnages qui n'apparaissent pas dans le film, comme par exemple Daredevil de Ben Affleck. Donc peut-être qu'ils avaient essayé de mettre Ben Affleck, et que Ben Affleck a refusé d'apparaître dans le film, ce qui est possible. Le personnage d'Elektra dans les comics apparaît en 1980 dans le run légendaire de Frank Miller sur Daredevil. C'est un de mes personnages préférés de chez Marvel. Elle a vraiment une relation de Catwoman un peu entre elle et Daredevil, mais c'est poussé beaucoup plus loin, sachant qu'Elektra est une meurtrière et elle représente vraiment tout le côté violent de Daredevil. Passons à X-23, joué par Daphne Keane, qui reprend son rôle après le film Logan. C'est la clone de Wolverine, qui serait la même version que dans le film Logan, d'après l'actrice. Cela pose quand même la question de savoir pourquoi la TVA a choisi de la balancer dans le Void. Le personnage de X-23 a une origine intéressante, car c'est un des rares personnages à ne pas avoir été créé dans un comics, mais dans le dessin animé X-Men Evolution en 2003. Elle a ensuite rejoint les comics dans la série Nyx en 2005, qui se concentre sur des jeunes mutants découvrant leurs pouvoirs. D'ailleurs, petit clin d'œil sympa dans le film,
Elle porte les mêmes lunettes que celles qu'elle vole dans la station-service dans Logan. Hello. Hi there. You know you gotta pay for that, right? That's enough. These two. Enfin, on a Blade, joué par Wesley Snipes. C'est un personnage très important, sachant que sans lui, on n'aurait peut-être pas eu le MCU. Le film Blade est la première adaptation moderne d'un super-héros au cinéma, et l'un des premiers succès de Marvel, au cinéma aussi. On passe des vieux films Superman et Batman bien kitsch à Blade. Le film va ouvrir la voie à une vague de films de super-héros plus matures et mieux adaptés, avec notamment le film X-Men, qui n'hésitera pas à aborder des sujets complexes et à dépasser le côté simplet des films de comics. Cela ouvrira la voie au film du MCU en 2008 avec Iron Man. C'est assez étonnant, sachant que Blade n'était pas un personnage très important avant les films. Il apparaît pour la première fois dans Tomb of Dracula en 1973, un comics qui va quand même marquer pas mal de personnes. Il est un chasseur de vampires qui lui-même est à moitié vampire. À l'époque, il avait un costume très kitsch, avant que le film le réinvente complètement. J'étais très étonné de le voir au cinéma, sachant que Wesley Snipes, après la confrontation avec Cassandra Nova, on a le climax avec les Deadpool Corps, qui eux ont été créés par Victor Grichler et le co-créateur original de Deadpool, Rob Liefeld. Ils ont introduit cette équipe dans la série de comics Prélude to Deadpool Corps numéro 1, une mini-série qui va présenter les membres du groupe. Dans ce comics, on a Lady Deadpool, donc la version féminine, Kid Deadpool, la version enfantine, et Dogpool, la version chien. Globalement, ce comics est vraiment pas très bon, sachant qu'en plus Rob Liefeld est vraiment un dessinateur assez mauvais, mais ça on va en reparler juste après. Et on peut retrouver ce comics d'ailleurs dans la collection Carrefour, qui est à très bas prix, et qui propose vraiment un prix qui est imbattable. Mais par contre, on va retrouver plus ou moins des récits pas très bons. Et dans le film, la Deadpool Corps va aussi faire des références à autre chose que les comics. Et donc on va avoir Baby Deadpool et Kid Pool, qui sont joués par les enfants de Ryan Reynolds. Lady Deadpool, qui est jouée par la femme de Ryan Reynolds, Blake Lively. On a aussi le cowboy Deadpool, qui est joué par Matthew McConaughey. On a aussi un Deadpool canadien qui fait référence au fait que Ryan Reynolds est d'origine canadienne. Et on a aussi un Deadpool avec sur le torse le logo de la Wrexham AFC, qui est le club de foot de Ryan Reynolds. Et juste avant les Deadpool Corps, on peut voir un magasin qui s'appelle Liefeld Fits, donc les pieds de Liefeld. Et donc c'est une référence forcément à Rob Liefeld, co-créateur de Deadpool, qui est connu pour être un plutôt mauvais dessinateur des années 90, et qui est connu notamment pour ses proportions totalement dégueulasses, mais aussi le fait qu'il ne dessine quasiment jamais de pieds dans ses comics. Voilà. Et enfin, la dernière référence de cette vidéo est peut-être la plus intéressante. À un moment dans le film, on peut voir Deadpool par terre, et à côté de lui, un comics, le comics Secret Wars numéro 5, la Secret Wars de 2015, vu que oui, il y en a eu 2. Et si on zoome bien sur la couverture, on peut voir Dr Fatalis, ce qui est déjà les prémices de ce que Marvel Studios nous prépare avec la saga du multivers, c'est-à-dire avec Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, avec comme grand méchant le Dr Fatalis qui sera incarné par Robert Downey Jr. Et dans ce comics, le multivers s'effondre, les terres se rencontrent les unes après les autres, ce qui crée des incursions. Il ne peut rester qu'un seul univers à la fin. Et en fait, Dr Fatalis va voler le pouvoir des Beyonders et devenir un dieu, un empereur-dieu. Va effacer la mémoire de tous les personnages, se créer son propre monde, le Battle World, et régner dessus. Je vais pas en parler plus vu que je pense que ça mérite une vidéo dédiée, mais c'est vraiment un comics très important pour l'univers Marvel et très intéressant.